Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis très honoré d'accueillir Valran. Alors, pour introduire Valran, je dirais qu'il est la personne la plus accessible des inaccessibles. C'est l'une des personnes, qui m'a le mieux accueilli, dans les petits messages qu'on a eus ensemble, en voyant beaucoup de force, et c'est l'un des fondateurs du Crayon Group. Le Crayon Group, c'est un écosystème, c'est un média agence qui, réunit un peu, une audience jeune autour des débats, endiablés. Je vous inviterai à regarder la chaîne, du Crayon. Donc il y a un côté agence, mais il y a aussi un côté agence avec le pinceau, le surligneur, on y reviendra après, et en fait, ils accompagnent des marques et des dirigeants à booster, l'influence et leur influence et leur contenu. On compte, pas moins de 4 millions d'abonnés cumulés, peut-être plus, aujourd'hui. Ouais. Ouais. Là, il rigole parce qu'il sait que ça a beaucoup augmenté. Sur les vues mensuelles, tu me diras aussi pareil parce que j'avais mis 80 millions de vues mensuelles, mais ça a peut-être aussi Ouais, c'est risqué, ouais. aussi? OK, super. Alors une trentaine de salariés, tu vas me reprendre aussi? Ouais, un peu plus, mais pas loin. OK, d'accord, super. Et alors Valorant, il crée Élise, lors de la présidentielle, une application, pour s'informer, sur les candidats, les programmes et cetera. Elle devient top 1 des stores là, et je crois que c'est 3,6 millions d'utilisateurs. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est chouette, et donc Valorant, c'est une boule d'énergie, il est hyper actif, ça se voit direct, et c'est le petit gars de la tech et des médias que les cracks de 50 ans de la Silicon Valley, ils écoutent avec attention. Quand on le voit sur les podcasts, il a quand même une voix résonante et je trouve ça admirable. On l'a vu dans Silicon Carley, on l'a vu dans Le Festin, ce petit dîner, organisé par Carlos Diaz. Donc voilà, c'est Valorant, c'est la ligne de conduite d'un senior compétent à la vivacité d'un jeune de 30 ans. Il a en même temps la vivacité et l'expérience, on peut dire, d'un senior. Donc Valorant, moi j'ai une question personnelle, je vais te laisser la parole, et ma première question, c'est: que dirais-tu aux gens qui, par facilité, pourraient dire que ton succès est dû à un environnement aisé? En bref, est-ce que tu es né avec une cuillère, d'argent dans la bouche? Moi, je n'ai jamais caché que je venais d'une famille bourgeoise et de parents qui avaient, très bien réussi et qui ont bossé comme des dingues et ça m'a toujours, moi, inspiré à bosser aussi. Mais j'aime bien et ça me flatte beaucoup et j'aime beaucoup cette description du plus accessible des villes accessibles parce que alors c'est pas toujours simple parce que, plus ça avance, plus l'agenda devient une espèce de burger atroce, avec des couches, qui ne fait que de s'en rajouter. Mais j'essaye le plus possible de, donner un peu de temps pour partager ce que nous on voit, partager ce que nous on apprend, de ce qu'on fait et aussi en fait essayer de pousser les gens, à pouvoir suivre leur propre chemin et construire des trucs. Donc en gros, j'essaie plutôt de me dire: «Comment c'est possible que les gens qui sont bien nés au sens le plus global du terme, ont toujours un peu une logique très protectrice envers leur, propre fonctionnement, au lieu d'avoir une logique très, tourné vers les autres et en fait, c'est plutôt, comment quelqu'un qui a eu la chance que j'ai eue d'avoir les parents que j'ai, peut aussi pousser en fait des gens qui n'ont pas eu cette chance-là, d'avoir, du soutien, d'avoir, du réseau, d'avoir des informations, d'avoir de la connaissance. Parce que pour le coup, malgré même, l'environnement social dans lequel je suis né, j'ai énormément été éduqué par YouTube, par du contenu sur internet qui est pour le coup littéralement disponible à tout le monde gratuitement et donc bien que c'est sûr que ça aide, je suis convaincu qu'il y a énormément de gens qui utilisent aussi ça comme, une excuse de pas eux pousser, leur propre apprentissage, leur propre travail. Parce que la réalité, c'est qu'il y a, je pense, peu de gens qui bossent autant que moi aussi. Et pas dans le sens, du coup, je mérite, dans le sens, ce que moi j'ai fait, je suis convaincu que des gens de plein de milieux sociaux qui sont moins aisés que le mien seraient capables de le faire si jamais ils poussaient cet apprentissage, les bons contenus et il faut le dire aussi, des contenus pour potentiellement, anglais, ou anglo-saxons parce qu'il y a énormément de choses qu'on ne peut pas apprendre sur le contenu français parce que on reste aujourd'hui un satellite, d'un point de vue, des avancées technologiques et intellectuelles par rapport aux États-Unis notamment. OK, merci énormément pour cette clarification, et on va passer, on va vraiment mettre les 2 pieds dans le plat, Bien sûr. où l'IA, intervient dans la chaîne de production du Crayon Group. Donc le Crayon Group, peut-être que tu peux nous faire une présentation comme Bien tu sais sûr. faire? En gros, alors le Crayon Group, c'est un groupe média, qui cumule un peu plus de 6 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux et tu demandais un peu les chiffres de vues, entre 100 et 150 millions de vues tous les mois en fonction des mois entre les pépites de France et le Crayon.
Et en fait, nous, on a du coup 2 médias, Le Crayon, média leader sur le débat sur les réseaux sociaux et Les Pépites de France, média leader sur le tourisme, l'art de vivre et le savoir-faire français sur les réseaux sociaux. Et après derrière, on a un pôle agence qui s'appelle Le Surligneur parce qu'on a fusionné un peu le pinceau et le surligneur sous la marque du surligneur et qui fait 3 choses, du personal branding et de la relation presse pour des entrepreneurs, de la création de contenu tous réseaux sociaux pour les entreprises et de l'influence pour les entreprises, pour les reconnecter avec la jeune génération. Et en fait, nous, toute notre thèse, c'est de se dire comment on peut prendre tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tout ce qui est très dernier cri sur les réseaux sociaux, pour réussir à en dérouler des stratégies efficaces qui permettent de construire. Et nous, on est vraiment obsédés par cette idée de construire. Et après, derrière, sur la partie plus IA, nous, on est convaincus en interne que l'intelligence artificielle est la plus grande révolution du siècle, de très loin et qu'on est encore au tout début du fossé vertigineux que, peut créer l'intelligence artificielle dans nos vies, dans nos pays, dans notre quotidien et dans le monde professionnel. Après derrière, comment on l'applique en interne? Parce que nous, on est une boîte qui a un avantage et un inconvénient par rapport à l'IA. On est très résilient à l'IA parce qu'on a énormément de notre travail qui est fait par l'humain. Donc ça va être sur de la relation presse, de la création de contenu ou autre et énormément fait par, des IP, donc de la propriété intellectuelle de marque. IA ou pas IA, on fera confiance au crayon. IA ou pas IA, on fera confiance aux Pépites de France. Mais derrière, de l'autre côté, ça pose un problème qui est que du coup, on ne peut pas IAiser toute la boîte. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas réussir à réellement scaler définitivement et fondamentalement avec l'intelligence artificielle. Donc nous, on a décidé de partir et puis on est très bien entouré là-dessus, que ça soit avec, Allegria, Mysteria qui sont, des clients, des amis, des conseillers et qui nous aident beaucoup là-dessus. C'est-à-dire, en fait, comment on trouve les bons use cases. Parce que je pense que sur l'intelligence artificielle, la base, c'est de partir du réel. Parce que quand une entreprise n'a pas été créée à l'ère où ChatGPT existait, ce qui est notre cas, parce que nous, on s'est fondé en 2020, du coup, il faut que tu te poses la question très fondamentale de, est-ce que je refonde ma boîte autour de l'IA? Ce que je trouve être encore très risqué aujourd'hui parce qu'il manque énormément de choses pour réussir à le faire bien. Donc c'est pas le choix qu'on a fait et du coup, le choix qu'on a fait, c'est plutôt de se dire: «Partons du réel». C'est quoi les besoins qu'on a? Et du coup, sur ces besoins, où est-ce qu'on peut mettre de l'intelligence artificielle? Et je dirais et de l'automatisation. Parce que je trouve que l'intelligence artificielle est devenue aussi une bonne excuse pour automatiser, alors que cette automatisation, elle est tout à fait faisable, en fait, il y a 5 ans, il y a 8 ans et juste l'IA, on va dire un peu le buzzword qui fait peur pour pouvoir réussir à s'y mettre. Et donc du coup, moi, j'ai cité 3 use cases, mais il y en a beaucoup plus, dans la boîte. Mais le premier use case, c'est sur la création de contenu. Un exemple, c'est il y a un outil qui s'appelle Autopod. Tu mets ton contenu, que ça soit le débat du Clion, le podcast de Sixtine, les formats de Valorant sur YouTube et tout, et tu appuies sur un bouton et ça va découper toutes les séquences en fonction de qui a la parole, tu vois? Et du coup, tu peux créer un petit algorithme, mais un algorithme hyper simple, hein, mais où en gros, si jamais la personne parle plus de 20 secondes, tu passes en plan large. Si la personne parle toujours plus de 40 secondes, tu repasses sur un plan de 5 secondes et tu remets. Et en fait, ce petit algorithme, tu le rentres dans l'outil et derrière, en fait, ça permet de prédécouper toute ton émission et de gagner potentiellement 2 heures de montage. Alors 2 heures de montage, c'est pas énorme, mais 2 heures de montage fois, X dizaines, centaines de vidéos par an, ça fait une énorme différence. Donc ça, c'est le premier use case. Un use case plutôt con. Deuxième use case, c'est un use case plutôt intellectuel, de workflow. Donc c'est en fait comment tu peux réussir à utiliser les forces de l'intelligence artificielle pour améliorer ton travail. Nous, on a un outil en interne qui s'appelle Whisper, qui est un outil que je recommande à tout le monde, nous, on est dans une entreprise où il y a beaucoup de gens qui sont extravertis. Donc ils s'expriment mieux à l'oral qu'à l'écrit. Et Whisper, ça permet en fait de passer ton expression orale dans des contenus écrits. Et donc ça fait gagner énormément de temps à toutes les personnes qui sont notamment, consultants influence, consultants en relations presse, consultants en création de contenu. Ils veulent expliquer toute la stratégie ou ils veulent expliquer comment on va mettre en place un système. Ils vont appuyer 2 fois sur une touche de leur clavier et ils vont l'expliquer pendant 5 minutes et après derrière, ça va se résumer dans un mail ultra clair, ultra structuré. Un mail qui t'aurait pris une demi heure au lieu de 5 minutes. C'est un dictaphone. Et en plus, c'est un dictaphone exactement, sous IA. Donc ça, par exemple, c'est un petit truc, un petit bonbon délicieux et qui fonctionne très bien. Et le dernier, probablement le plus commun, mais en même temps le plus utile pour nous, c'est le fait de pouvoir dialoguer avec ChatGPT sur les stratégies de contenu. On est convaincu que ChatGPT n'est pas capable aujourd'hui de créer une stratégie qui soit vraiment, vraiment efficace parce qu'il manque de ce qu'on appelle de data qualifiée. On appelle ça, après je pense que les gens qui suivent le savent, mais en gros, c'est quoi ton RAG? C'est quoi en gros ton dataset interne ou externe, mais choisi, sur lesquels tu t'appuies pour réussir à construire des bonnes stratégies? Parce qu'aujourd'hui, si je dis à ChatGPT, par exemple, un ChatGPT normal, hein, pas le mien, mais un ChatGPT normal, si je lui dis:
«Construis-moi une stratégie de relation presse pour, tel client», il saura rien faire. Parce qu'il va te faire un truc basique basé sur des données qui sont ultra larges. Alors que si j'utilise toutes nos données clients, des clients qui ont eu les meilleurs résultats, que j'utilise en plus quelques données choisies du secteur sur des sources, sur des domaines, sur des personnalités dans lesquelles moi je trouve qu'il y a de la qualité, là du coup l'IA va tourner avec la même puissance de calcul mais sur un nombre de données beaucoup plus limité et aura un résultat beaucoup plus pertinent. Et après c'est un ping-pong entre toi et la data. Mais ça permet en fait un vrai truc de scale qui est que du coup moi je peux implémenter ces données dans notre propre RAG et du coup permettre en fait à mes équipes de pouvoir bénéficier de ma connaissance sans avoir à ouvrir la porte de mon bureau pour me dire: «Qu'est-ce que tu en penses?» parce qu'en fait, ce que j'en pense, je l'aurais déjà mis en fait dans notre RAG. Ouais, tu as entraîné l'intelligence artificielle, tu en as fait un modèle, un peu, spécialisé ou en tout cas, spécialiste de vos domaines et tout ça? Exactement, mais en fait, quand on dit ça, on a l'impression qu'en gros, on a une équipe de développeurs qui sont là en train de créer notre GPT personnalisé. C'est pas le cas en fait. C'est plutôt qu'on va nourrir ChatGPT et la puissance qu'a ChatGPT de nos données. Là où c'est important, c'est en incluant des données qu'il n'y a pas forcément, mais aussi en excluant des données dont on n'a pas envie. Typiquement, quand je fais une stratégie, j'ai pas envie d'avoir toute la presse, parce que toute la presse ne se vaut pas. Et donc, typiquement, si je prends un exemple, parce qu'on a un client qu'on va bientôt signer dans le domaine des crypto-monnaies et du Bitcoin notamment, donc des crypto-monnaies, bah, j'ai pas envie d'avoir dans ces trucs-là des gens que moi je considère comme des gens qui ne sont pas fiables ou qui n'ont pas une bonne image dans ce domaine. Donc, je vais faire exprès d'avoir un dataset extrêmement qualifié que je vais travailler moi-même pour pouvoir réussir à échanger avec l'intelligence artificielle. OK, super, en cercle fermé et OK. Et c'est exactement ça. Et donc, c'est ce qu'on appelle un RAG. Moi, je suis pas expert de ces trucs-là, hein, j'apprends maintenant. Tout à fait. Mais ça, pour le coup, faut que ça fonctionne très bien. Ouais, ouais, de l'entraîner avec, ouais, une base de données qui t'est propre. À la Et surtout parenthèse, ça permet un scale parce que Valorant soit capable de créer une des meilleures stratégies de contenu, de relations presse ou d'influence en France, personne n'a de doute, tout le monde le voit. Mais est-ce que mon équipe est capable d'avoir le même niveau de qualité? Et ça, c'était nous le problème qu'on devait résoudre. Comment on sort Valorant de la boucle pour que l'équipe soit capable de la même qualité? Et ça, pour le coup, c'est extrêmement utile. OK, super intéressant, sur ce, super inspirant. On va passer à une nouvelle question sur, l'ère des algorithmes. Hem, Quelle est avec, le crayon votre métrique, d'attention qualitative? C'est-à-dire, est-ce que vous allez plutôt regarder, la durée de visionnage, le nombre de vues, le nombre de réactions? Quelle est votre métrique, que vous regardez avec attention, pour faire du contenu? Le premier, c'est les vues, de très loin, parce que les vues, malgré le fait que toutes les vues ne se valent pas, les vues restent quand même la métrique la plus importante parce que c'est celle qui permet de mesurer l'audience et pour un média, c'est quand même la base de la valeur. En gros, ce qu'on dit souvent et en tout cas ce que moi je dis souvent, c'est, la valeur d'un média, c'est la confiance fois la distribution. Donc en gros, le degré de sérieux dans lequel on te considère, multiplié par les vues et le reach et l'impact que tu es capable d'avoir en volume. Donc c'est qualité fois volume, pour la faire très vulgairement. Mmh. Et donc ça, pour le coup, comment on mesure le volume? Les vues. Mais après, comment on mesure la qualité? Et là, c'est beaucoup plus difficile. Et donc du coup, nous, on va mesurer la qualité en fonction de notre propre a priori sur un contenu. On trouve que ce contenu-là, il est bien, mais sans plus. Mais celui-là, il fait beaucoup de vues. Il va avoir moins de valeur qu'un contenu qu'on trouve exceptionnel et qui va faire peut-être un peu moins de vues. Parce que du coup, on se dit: «OK, ça, cette émission-là, elle est très, 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 très proche de notre vision idéale de ce qu'on veut proposer». Celle-là, un peu moins. Donc celle qui l'est un peu moins, si elle fait beaucoup de vues, tant mieux, mais elle aura moins de valeur dans notre esprit. Une qui va faire peut-être un peu moins de vues, mais dont nous, on est beaucoup plus fiers du résultat que ça donne. Un exemple dans les débats du crayon, il y a des débats qui sont un peu véhéments. C'est pas la majorité, mais il y en a quelques-uns. D'autres qui sont beaucoup plus calmes. Un débat calme qui fait beaucoup de vues a plus de valeur pour nous qu'un débat véhément qui fait beaucoup de vues. Parce que comme notre mission, c'est de réunir, un débat calme va être plus proche de la mission qu'un débat véhément. Donc ça nous permet. Et après, derrière, c'est une métrique qui est impossible à vraiment traquer, mais qu'on arrive souvent à ressentir, qui est: est-ce que ce contenu, cette émission, pour le crayon, par exemple, elle a fait interagir des gens qui n'ont pas les mêmes opinions. Et nous, comme on a reçu des centaines, voire même des milliers aujourd'hui d'invités, on a des gens qui nous suivent qui ont des opinions différentes. Et ces gens qui nous suivent, qui ont des opinions différentes, ils interagissent aujourd'hui sur nos publications après être passées. Et donc, du coup, si jamais il y a quelqu'un de gauche, quelqu'un de droite, quelqu'un très jeune, quelqu'un très âgé, qui vont interagir sur nos vidéos, sur les mêmes vidéos, là, on sait qu'on a tapé quelque chose de juste parce que ça veut dire que la petite agora autour du crayon est en train de se mettre en place. OK, super intéressant. Vos processus, par rapport à la création, titre, miniature pour capter, sans cliché,
Ou quels sont les critères de validation? Est-ce que tu as des exemples concrets? Vous allez choisir, titre Minia, à plusieurs en ayant un espèce de brainstorming où on envoie une miniature, un titre et puis on se dit: «Non, celui-ci me plaît pas». Vous faites des AB tests avec YouTube? Comment vous faites? Bah, en fait, c'est hyper intéressant parce qu'aujourd'hui, le titre miniature a moins d'importance que la durée de visionnage. OK. Et c'est ça, peu de gens s'en rendent compte, mais le plus important, ce qui permet à un compte sur un réseau social, tous réseaux sociaux confondus, même si c'est beaucoup plus vrai pour Insta, YouTube que pour le reste des réseaux sociaux. Parce que Insta, YouTube ont encore une dimension communautaire assez forte, là où, Twitter ou TikTok, par exemple, ont une dimension beaucoup plus contenu par contenu. Mais en tout cas, prenons l'exemple de Insta et YouTube, du coup, parce que ce sont les plus avec la base communautaire la plus forte. Si on veut percer sur ces réseaux sociaux-là, notre obsession doit être le contenu que je propose aujourd'hui doit être très proche du contenu que j'ai proposé hier et du contenu que je proposerai demain. Parce que si je m'abonne pour le contenu d'aujourd'hui, je vais aller regarder celui d'hier s'il y ressemble et je vais regarder celui de demain s'il y ressemble. Et ça, pour le coup, c'est une obsession que doivent avoir tous les créateurs de contenu, de ne pas chercher à être trop large, mais au contraire, d'être le plus resserré possible. Bruce Lee avait cette phrase absolument magnifique: «La perfection, ce n'est pas quand il n'y a plus rien à ajouter, c'est quand il n'y a plus rien à enlever». Et je pense que c'est une très bonne métrique pour les gens qui créent du contenu sur les réseaux sociaux, c'est celle-là. Et donc après, pour en revenir à ta question sur la question du titre miniature, notre obsession, c'est quel titre, quelle miniature va permettre aux gens qui cliquent d'avoir le plus haut watch time, donc avoir un titre miniature qui soit le plus fidèle, attractif, sexy évidemment, mais le plus fidèle de la vidéo qu'ils vont regarder. On a publié une vidéo avec Patrick Sébastien, juste au moment où on se parle, on a publié hier. On a dit qui parle au nom de la France populaire. Parce qu'on sait que Patrick Sébastien, dans cette interview-là, ça va être ça le sujet de fond. Qui peut prétendre parler au nom de la France populaire? Et Patrick Sébastien est un bon représentant de ça. Donc il y a une logique, il y a une cohérence quand on tombe sur la miniature et le titre, et en même temps, le contenu traite de ça. Parce que j'aurais très bien pu faire, est-ce que, parler au peuple, c'est être populiste, par exemple? Mais Mmh. c'est pas tout à fait ça aurait été peut-être un peu plus, accrocheur, mais ça n'est pas le sujet de la vidéo. Mmh. Le sujet de la vidéo, on en parle un peu, mais le sujet de la vidéo, c'est la France populaire, pas est-ce que la France populaire est du populisme? C'est pas le sujet de cette vidéo. Donc en fait, c'est une connerie de faire ça parce que si les gens accrochent, si au bout de 5 minutes, 6 minutes, ils se rendent compte que ça va pas être le sujet, ils vont quitter la vidéo et du coup, tu vas perdre en puissance et en élan de jeu. Ouais, ce qui est très complexe avec YouTube et que les gens ne se rendent pas compte, c'est ça, c'est le triptyque entre il faut que la miniature soit cohérente avec le titre et qu'une fois que les gens sont sur le contenu, il y a une cohérence avec le contenu que tu proposes. Alors, mais moi, je remettrais en question ton avis sur les miniatures, parce que, par exemple, le coin des youtubeurs avec Sylvain Lepoutre, je ne sais pas si tu vois ce que c'est une chaîne YouTube Bien sûr, ultra qualitative. Ils mettent tout de même en avant toujours le fait que la miniature et le titre sont ultra essentiels. Alors, ils ne négligent pas que le contenu doit être, comment dire? En adéquation, mais qu'il y a un vrai travail, qu'il faut faire sur titre, miniature, si bien qu'on te dit, parfois qu'il faut faire la miniature et le titre avant de faire ta vidéo parce que c'est ça qui peut conditionner, ton contenu. Voilà, ça, c'est des techniques qui sont abordées des fois par même des grands youtubeurs, tu vois? Marketing Mania, Stan Leloup explique qu'il fait ses miniatures et ses titres avant de faire sa vidéo et voilà, pour le coup, mais moi j'ai mais je comprends ce que tu dis, mais on ne OK, dit pas des choses si différentes. OK. Et Sylvain est d'ailleurs un type très doué, on avait bossé avec lui à une époque, donc moi j'ai absolument rien contre ce que dit Sylvain, Ouais. il est assez doué. C'est juste que je pense que, la le raisonnement de: «Je fais le titre miniature avant de faire la vidéo» et «La vidéo doit répondre au titre miniature en priorité avant d'être sexy», c'est la même chose, en fait. Ouais. C'est juste un raisonnement qui est cousin. Parce qu'en fait, le fait de faire la petite miniature avant d'écrire la vidéo, c'est justement s'assurer que notre vidéo réponde exactement à ce type miniature sexy ou accrocheur qu'on va créer. Mais en fait, encore une fois, on en revient à la question de la cohérence. Mmh. Heu, un titre un titre miniature ultra accrocheur qui ne répond pas à sa promesse va faire une vidéo qui va flopper. Et plus YouTube avance, plus c'est vrai. Ça n'empêche pas qu'on peut raisonner avec sa petite miniature en amont pour favoriser la découvrabilité de notre contenu, parce que du coup, on aura fait un petite miniature ultra accrocheur parce qu'on l'aura pensé avant et on aura écrit une vidéo pour répondre à ce type miniature. Après derrière, je pense que Sylvain Lepoutre et Marketing Mania et beaucoup d'autres ou néglige que le facteur le plus important et de loin, c'est l'aspect sériel du contenu, c'est-à-dire chaque contenu que je produis, que je l'envoie à ma communauté, est un contenu similaire
en termes de format, de durée, de ton, de manière de faire, du contenu précédent et du contenu suivant. C'est de très loin, de très, très loin, le plus important et je le dis d'autant plus que ça a été notre faiblesse. Pendant longtemps, on a fait des formats sur différents thèmes, différents types de formats, des invités qui avaient parfois des valeurs inégales dans les yeux de notre audience et donc du coup, on avait des vues assez asymétriques où, au plus bas, on allait faire, 25 000, 30 000 vues et au plus haut, on allait faire, 1 000 000, 1 200 000, tu vois? C'est très large, en fait, comme écart type et si on veut réduire cet écart type, ce qui est hyper important si on veut créer une communauté, il faut que chaque vidéo puisse être regardée par la même audience. C'est ça que YouTube va favoriser. Prends l'exemple de Marketing Mania parce que tu l'as pris et j'aime beaucoup son contenu. Marketing Mania, quand il fait une vidéo que je trouve quali, le truc dont j'ai le plus envie, c'est en regarder une autre. Et c'est ça le signal que YouTube créera de plus puissant pour faire percer la chaîne de Marketing Mania. Et ça t'aura peut-être pas échappé d'ailleurs qu'il a réduit légèrement son rythme. Toutes les vidéos ont pas exactement le même ton et depuis, il ne progresse moins vite et moins fort sur YouTube. Alors que moi, je suis convaincu qu'un mec comme Marketing Mania a tout à fait la capacité en termes de contenu et de qualité de ce qu'il produit, moi je suis un grand fan, d'aller chercher 1 million d'abonnés. Et pour aller chercher 1 million d'abonnés, il faut qu'après avoir fait le marketing de Joule, je dis n'importe quoi, hein, parce que je crois que c'était plutôt Yann Leonardi qui avait fait ça, mais il faut qu'il aille faire le marketing de SDM. Il faut qu'il aille faire le marketing de Taylor Swift. Parce que si après derrière, il va aller faire le marketing de, je sais pas, de Red Bull, bah, c'est pas exactement la même audience non plus. Tu vois? Donc tu as intérêt à, même dans la niche marketing, à t'appuyer sur des sujets qui sont similaires. Tu veux parler de je sais pas, des arnaqueurs et de la technique de persuasion des arnaqueurs, parle des techniques de persuasion des vendeurs, parle de techniques de persuasion des politiques, parle de techniques de persuasion, Mmh. des médias, mais ne rentre pas dans, le marketing de Coca. Ouais, c'est pas tout à fait la même chose que les D'accord. techniques de persuasion des arnaqueurs. C'est 2 cibles différentes et du coup, tu peux aimer une vidéo sans aimer l'autre et c'est ça le danger et nous, c'est le truc sur lequel on est en train de le plus bosser en ce moment. Comment chacune des vidéos du crayon, même si elles seront toujours inégales, parce qu'elles dépendent de nous, chez nous, au crayon, de nos invités, comment on peut réussir à faire en sorte que quand tu beaucoup apprécié la vidéo, un athée versus un prêtre, tu puisses beaucoup apprécier aussi la vidéo avec un Gaël Giraud, par exemple, tu vois? Parce que ça répond à la même mécanique d'une vidéo qu'on va écouter pour réfléchir et remettre en question ses a priori. Je vois tout à fait la chose, mais dans mon enfin, dans la manière dont je consomme YouTube, et je trouve que Marketing Mania, c'est là peut-être où il a fait sa force, c'est que, en fait, peu importe le sujet, tu sais que ça va être tellement travaillé et c'est comme un par exemple, quelqu'un comme Ego, mais tu me diras ce que tu en penses, mais i Ouais, ouais. tu sais qu'il a tellement travaillé son sujet qu'en fait, peu importe, enfin, le titre et la miniature dans ce cas-là ou, en tout cas, ils ont quand même une thématique, enfin, surtout Marketing Mania, il a ce visuel qui est accrocheur. J'ai l'impression que tu vas quand même vouloir cliquer et j'ai l'impression que même s'il a, comment dire? Balayé des sujets différents, tu sais que derrière il y a un travail de fond et tu vas apprendre des choses. Donc après, est-ce que c'est sa touche perçue est pas dans l'apprentissage et le fait que chaque vidéo, t'apporte quelque chose et que tu sais que ça va être un moment où tu vas te consacrer à te former sur un sujet pas mais voilà, c'est un vrai, Bah, en fait, je comprends ce que tu dis et tu as raison sur le principe, mais c'est pour moi plus fragile ouais, comme manière de créer une communauté que de s'obséder sur ce que eux aiment. je comprends. Parce que l'idée de se dire: «Ils m'aiment, donc ils regarderont», ça veut dire que tu laisses ta croissance et ton système de création de Mmh. contenu dépendre, toi, au lieu de le laisser dépendre des autres. Et moi, je trouve que c'est beaucoup plus rassurant et compétitif de s'intéresser à ce qu'ont envie de regarder les gens qui te regardent, Ouais. plutôt que de s'intéresser à comment ils vont m'aimer un peu plus. Parce que ce que tu prends comme exemple, c'est l'exemple de Léo Duff. Pour moi, en tout cas, à titre personnel, moi, Ouais. c'est Léo Duff qui me fait cet effet-là. Léo Duff, j'ai l'impression qu'il pourrait me parler de jardinage, j'aurais envie de l'écouter Mmh. parce que j'apprécie énormément son contenu. Je trouve qu'il a un ton excellent, une écriture excellente et tout. Mais la réalité, c'est que quand il fait des contenus sur quel iPhone choisir, moi, je m'en tabasse, Ouais. complet. Moi, j'ai un iPhone 13 ou 14, il fonctionne très bien. Mmh. Je changerai quand il marchera plus et that's it, tu vois? Mais moi, je ne suis pas de cette frange de sa communauté qui s'intéresse à ça. En revanche, dès qu'il me parle de: «Est-ce que TikTok est en train de nous cramer le cerveau? Est-ce que les AirPods vont nous rendre sourds? Ou, est-ce que, les Apple Vision est une bonne idée de produit?» Là, il m'a tous les jours, Ouais. tous les jours et donc je pense que si Léo Duff veut percer encore plus fort, je dis pas que c'est son objectif, mais s'il voulait ça, moi, je le conseillerais d'être sur
l'impact de la tech sur, la sociologie des gens. Et là, pour le coup, il peut faire des vidéos sur tous les sujets et il va exploser. Et il a d'ailleurs une, je mets des grosses guillemets, mais concurrente sur ce sujet-là, qui est Ami Story, qui, je ne sais pas si tu as déjà regardé sa chaîne, est en train d'exploser, va exploser. Elle va avoir 1 million, 2 millions d'abonnés, j'ai aucun stress, parce qu'elle fait ça. Elle, elle parle des dérives des réseaux sociaux et elle ne parle que des dérives des réseaux sociaux. OK. Tu vois? Alors que pourtant, elle pourrait très bien commencer à parler des dérives de l'IA. Mmh. Elle, si elle parle des dérives de l'IA, elle va parler des dérives de l'IA sur les réseaux sociaux. Parce que les dérives de l'IA, ça n'intéresse pas potentiellement des gens qui sont juste addicts aux réseaux sociaux, mais s'en foutent de l'IA. Alors que si tu dis les dérives de l'IA sur les réseaux sociaux, tu lui raccroches ta communauté. Je comprends. Très bien. Parce que si tu te reposes sur l'amour que les gens ont pour un créateur, tu te mets dans la situation où un jour ils t'aimeront peut-être un peu moins. Exactement. Et en fait, tu vois bien, moi, Orelsan sort un album là, cette semaine, tu vois? Donc, on voit bien qu'un mec comme Orelsan, il a toujours un amour du public qui est très fort. Mais son amour du public, il est moins fort aujourd'hui qu'il y a 4 ans ou qu'il y a 8 ans, Ouais. quand même. Parce qu'entre-temps, les gens, ils ont changé, ils ont grandi, ils ont écouté d'autres artistes. Donc probablement que ça va cartonner, mais je parie que ça va moins bien marcher que son précédent album. Parce que, peut-être qu'il ne s'est pas assez intéressé à ce que, veut le public, mais plutôt intéressé à ce que lui veut proposer. Et quand c'est un artiste, c'est normal, hein, moi ça je ne juge pas. Ce que je dis juste, c'est que ton but, c'est de grossir. Je ne suis pas sûr que le fait de se concentrer sur soi, soit un meilleur pari que se concentrer sur son audience. OK. Waouh, très intéressant. On va passer un peu sur le tableau de bord du crayon. On va toujours parler format. Quels sont les 2 formats, qui font 80 de la croissance aujourd'hui? Et à contrario, quels sont, les 2 formats que tu jetterais là, tout de suite, à la poubelle ou en tout cas que tu as déjà jetés? Les 2 formats qui marchent le mieux, c'est le 1 versus 1 et le 1 versus 4 en gros. Donc c'est le fait d'opposer des gens qui ne sont pas d'accord sur 2 formats différents. Un où c'est 2 personnes qui débattent, généralement à peu près de même niveau ou avec un même niveau de réflexion sur le sujet, même si c'est pas toujours facile. Et le 1 versus 4, c'est plutôt comment on va faire venir différents degrés de radicalité ou de nuance sur un sujet. Tu as une personne qui a une position forte sur un sujet donné. Ce qu'on a fait sur Israël-Palestine, on est en train d'en préparer un sur l'IA en ce moment, on est en train d'en préparer un sur l'argent aussi en ce moment. Et donc ça, c'est des sujets pour le coup on aime beaucoup. Et les formats que je jetterai ou que j'ai déjà jetés, je trouve qu'aujourd'hui les micro-trottoirs qu'on fait n'apportent pas une valeur ajoutée différenciante très forte sur, le crayon, même si mais j'estime que c'est important de le faire parce que ça montre aux gens qu'on ne reçoit pas que des gens qui, ont écrit un bouquin, ont une chaîne YouTube, ont une vie politique ou intellectuelle très fournie, mais aussi les gens. Et moi, j'aime beaucoup le fait d'intégrer les gens de la manière la plus quotidienne et normale possible au sein de nos contenus. Et le deuxième format, c'est un format plutôt d'actu dernière minute, où on le fait parce qu'aujourd'hui, on a une taille suffisamment importante pour que certaines personnes ne s'informent que via nous. Et du coup, on estime qu'on a ce rôle-là aussi, nous, de les tenir informés. Mais je ne pense pas que ce soit notre format le plus cœur business ou cœur édito que nous on a, tu vois? OK, c'est très, très clair. Sur la cadence idéale du crayon, tournage, montage, export et après, export pardon vers les shorts, les TikTok, les reels, ça donne quoi? À quel rythme, vous fabriquez en moyenne? Aujourd'hui, on fait une vidéo YouTube par, semaine et 3 vidéos courtes par jour OK, et j'aimerais bien que d'ici 12 mois, on soit à 3 vidéos YouTube par semaine et 5-6 vidéos courtes par jour. OK, Histoire qu'on ait vraiment un rythme de médias digitaux de premier plan au même titre que, Brut ou que Hugo Décrypte. OK, très intéressant. Les sources de revenus du crayon? Alors, approximatif, hein, pourcentage pub, pourcentage plateforme, sponsoring, agence, quels sont les ratios et qu'est-ce qui accélère le plus là? Qu'est-ce que tu vois en ce moment qui est en train de détonner et vraiment Brain content, c'est une dinguerie. d'accord. Brain content. On a depuis 3-4 mois, Tu on a un précises nombre de tu demandes. précises ce que c'est pour ceux qui, prennent content? Le brain content, c'est en gros des entreprises qui vont nous contacter pour qu'on réussisse à faire un format ensemble sur le. Donc il y a du YouTube, il y a de l'Instagram en fonction des besoins, en fonction des sujets. Mais là où c'est intéressant, c'est que pendant longtemps, on en a fait, hein, des sponsors et on n'a jamais caché que c'était aussi notre modèle. Mais pendant longtemps, le modèle sponsor, on va dire, certaines marques avaient peur d'y aller sur le crayon parce qu'on est un média de débat. Et donc une marque, elle aime bien avoir un espace très lisse, très neutre et tout. Sauf qu'on est rentré dans une société qui est tellement clivée qu'il n'y a plus un seul endroit qui ne fait pas débat. Et du coup, dans un monde où rien ne fait pas débat,
bah, un média de débat devient au contraire une opportunité folle de pouvoir poser des sujets sur la table de manière on anticipe que ça leur fera débat et du coup là, on a signé avec Renault, on a signé avec Trade Republic, on a signé avec, L'Imova, on a signé avec la Paris Investor Week, donc on a signé avec différents acteurs. On avait fait LVMH, au moment de Vivatech et tout, avec généralement 3 choses que les gens viennent chercher sur le crayon. Un, la capacité de mettre des sujets sociétaux ou des sujets de fond sur la table pour une entreprise, c'est de plus en plus intéressant. 2, la capacité de vulgariser des enjeux complexes auprès d'une audience massive, ce que très peu de médias sont capables de faire. Parce que généralement, soit tu vulgarises, et dans ce cas, tu as une audience de niche, soit tu fais, des choses beaucoup plus simplistes, mais tu as une audience de masse. Nous, on est un des rares médias à être capable de faire les 2. Et la troisième chose, c'est le fait de pouvoir, aller accepter de la contradiction dans ces formats-là pour justement, pour une entreprise, mieux y répondre et adresser les sujets qui sont difficiles. Wow, super intéressant. Le brain content. On va passer aux questions flash, parce que là, je te fais des questions assez rapides et tu réponds. Le meilleur euro dépensé vs le pire au Crayon Group? Meilleur euro dépensé sur la programmation, c'est sur le fait de réussir à recevoir toujours plus de gens intéressants, pertinents, dans des formats qui sont originaux et tout, donc ça, c'est le meilleur euro dépensé. Le pire euro dépensé, c'est dans de la publicité, sur les réseaux sociaux et d'ailleurs, on ne le fait pas. OK. On n'a jamais dépensé le moindre centime en publicité, sur l'édito du Crayon, l'édito des Pépites de France, l'édito des fondateurs, parce qu'on ne croit pas à la croissance, d'audience par le paid. On ne croit à la croissance d'audience que par l'organique. OK, super intéressant. La plateforme que tu choisirais, si tu n'avais le choix avec une seule plateforme? YouTube tous les jours, De tous fou, les jours. de fou. Une croyance de créateur que tu as abandonnée au cours de, bah, tes années de terrain et de tout ce que tu as pratiqué? Hem, Pendant longtemps, j'ai cru que, on jugeait un créateur à son nombre de vues moyen, c'est-à-dire à sa moyenne de vues. C'est-à-dire en gros, quelle est la moyenne de vues que fait un créateur et tu peux en tirer une conclusion sur la valeur du créateur. Plus j'avance, plus je pense que la valeur d'un créateur, elle réside d'abord et avant tout dans la capacité qu'il a constamment à créer un meilleur contenu que la fois d'avant. Donc en fait, pendant longtemps, je croyais que la valeur d'un créateur, elle se jugeait comme si jamais l'audience était acquise, tu vois? Le crayon, la valeur du crayon, c'est le nombre de vues moyennes d'une émission YouTube qui aujourd'hui tourne en gros entre 80 000 et 200 000 vues, tu vois? C'est à peu près les moyennes de vues d'une émission du crayon et pendant longtemps, j'étais en mode: «Oh regardez, c'est quand même pas mal, tout nin nin et en fait, je pense que c'est pas ça le vrai critère. Le vrai critère, c'est le crayon sera-t-il capable de créer des vidéos qui vont emmener cette moyenne de 100 000 à 220 000, de 150 000 à 300 000, de 200 000 à 400 000 et c'est ça la valeur du d'un créateur, d'un média. Beaucoup plus, c'est sa valeur de sa capacité à progresser. Parce que je pense que les créateurs et les médias, encore plus, a fortiori dans des dispositifs publicitaires ou autres, c'est sa capacité à, être bon éditorialement. Pas juste avoir créé une communauté qui a de l'intérêt pour ce que tu fais, mais être bon éditorialement. Si jamais tu files un budget de brand content au crayon, le crayon va réfléchir à comment faire en sorte que ton contenu il marche, il soit bon. Pas juste comment on fait en sorte que on ait notre audience et qu'il soit vu dessus. Et je pense que ça, c'est le truc qui va être de plus en plus déterminant au fur et à mesure que les algorithmes de réseaux sociaux raisonnent par contenu plutôt que par créateur de contenu. OK. Un conseil croissance que tu donnes, mais que tu n'appliques pas? Heu, Très bonne question. Très, très bonne question. Peut-être ce que je dis, mais mais pas trop. Avoir non mais, avoir le nombre de sujets le plus restreint possible. On l'applique pas forcément parce qu'on a peur que ça soit un peu antagoniste de notre mission qui est d'adresser plein de sujets de société, mais ça reste le meilleur conseil pour croître. Si quelqu'un, il fait du contenu tech, il a intérêt à même pas faire du contenu tech. Il a intérêt à faire du contenu nouvelle technologie ou impact de la technologie dans la société ou, les technologies qu'on a oubliées ou les technologies de demain, mais être encore plus spécialisé. Plus on est spécialisé, plus on aura un monopole personnel sur notre sujet et nous, on a une chance au crayon par rapport à ça, c'est comme on a un média de débat et que les médias de débat, il y en a pas en fait, il y a juste le crayon, bah, en fait, ça nous permet, nous, de pouvoir être plus large tout en ayant une bonne croissance parce que le format, la mécanique, l'idée de départ est suffisamment puissante pour pouvoir couvrir des sujets larges. Valorant, cette France de l'épuisement, c'est-à-dire des nouvelles lois, des choses, qui sont dures pour un entrepreneur, je le suis. On l'aime ou on la quitte? Ou plutôt on l'aime et on la quitte ou comment est-ce que tu vois?
on l'aime et on la quitte pas. Moi, c'est plutôt ça que j'ai envie de porter. Moi, je pense simplement que, je crois beaucoup, peut-être que je me trompe, mais je crois beaucoup que tout déséquilibre va de toute façon subir une correction. Toujours. Ça s'est toujours vérifié. Il y a une euphorie délirante sur les marchés financiers, il va y avoir une correction. Il y a une idée que très peu de gens ont, très peu de gens pensent vraiment, mais qui est ultra partagée. Cette idée-là va à un moment ou à un autre subir un backlash. Il y a une personne que très peu de gens aiment, mais qui pourtant surperforme sur les réseaux sociaux. Il y a un moment ou à un autre, il y aura une correction. Je crois beaucoup au rééquilibrage de tout ce qu'on estime déséquilibré. Aujourd'hui, je trouve que la classe politique, elle est détestée et pourtant, elle a aujourd'hui énormément de pouvoir. Je crois que ça va se résoudre de 2 manières. Soit il va y avoir une nouvelle classe politique de qualité, et ce à quoi je ne crois pas beaucoup pour être très franc, soit la classe politique va perdre en pouvoir. Et je crois plutôt à la deuxième option. Et à la place de quoi? C'est la population? À la place de 3 choses, la société civile en tant qu'électeur et consommateur, donc c'est-à-dire la force de la puissance des millions de Français qui regardent ou pas un contenu, consomment ou pas un produit ou un service. OK. Première chose. Deuxième chose, les leaders d'opinion, c'est-à-dire les gens qui ont une capacité à faire une différence à un moment donné sur un sujet. On peut penser par exemple à la mobilisation sur la loi du plomb, par exemple, portée notamment par Camille Etienne, et beaucoup de gens de la sphère écologique. On peut penser à la libération de Paul Watson avec la pression internationale qu'avait mise Hugo Clément, par exemple, donc les leaders d'opinion. Et la troisième chose, c'est, les entreprises privées. OK. Donc en gros, tout ce qui vont être, des détenteurs de valeurs économiques et de potentiel d'investissement. Super, super, Et je pense qu'une personne qui réussit à avoir les 3 en même temps est monstrueusement puissante en France aujourd'hui et serait plus puissante qu'un ministre. Peut-être pas qu'un président, mais aujourd'hui, OK. quelqu'un qui aurait les 3, quelqu'un qui aurait les 3, ça serait potentiellement aujourd'hui un Xavier Niel, par Ouais, exemple, j'y qui a un pensais. gros soutien communautaire, Mmh. qui a une capacité de faire de changer une décision ou changer une mécanique et qui en même temps a un levier financier et industriel très fort. Je pensais exactement à lui, quand tu, as parlé de ça, ouais. Je pense qu'un Xavier Niel a plus de est plus puissant qu'un ministre aujourd'hui. Ouais, en termes, Pas qu'un président, mais ouais. qu'un ministre. D'accord, OK. Alors où est-ce qu'on peut retrouver, alors toi, on va te retrouver sur Instagram, la chaîne YouTube du Crayon, et puis on te retrouve dans des chroniques comme Silicon Carnet. Tu d'autres lieux comme ça où on peut te retrouver? Non, mais si les gens veulent bosser avec, nous sur leur contenu, leur relation presse ou leur influence, qu'ils nous contactent via le site internet ou via mon LinkedIn, on sera ravis d'échanger, avec eux et voir si jamais on est la bonne boîte pour les accompagner. Et après derrière, de manière générale, les gens peuvent suivre mes actus sur LinkedIn, sur mon LinkedIn ou sur mon Instagram, qui sont les 2 endroits où je suis le plus actif pour au quotidien, tu vois? OK, super. Avant de te quitter, si tu devais nous faire une passe décisive, quelqu'un qu'on devrait accueillir, sur The French Boat, qui doit-on interroger de ta part? Ah, bah, c'est une bonne question. Moi, je pense qu'un Martin Pavanello a beaucoup de choses à nous apprendre sur l'utilisation et l'implémentation de l'intelligence artificielle. OK, Il est vraiment, vraiment, vraiment spécialement smart sur le sujet d'accord. et quelqu'un de peut-être un peu moins connu et tout, mais que je trouve très pertinent, c'est NG Ismail, avec lequel je suis sur Silicon Carvey, Oui. qui est un entrepreneur qui vit à Miami et qui est un type à qui je trouve qu'à part Silicon Carvey, on lui donne pas beaucoup la parole, alors qu'il est vraiment brillant. OK, super. Et ben, je te remercie infiniment, Valorant, de ce temps accordé. Tu es un peu partout, donc plaisir de prendre du temps avec toi et je te Le souhaite plus accessible des le inaccessibles. plus accessible des inaccessibles, je le pense vraiment. Merci de nous avoir, écoutés, de nous avoir visionnés. Plaisir. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à très vite pour de nouvelles actualités.